Internet grand public a plus de 20 ans déjà et pourtant il y a encore tant à faire pour numériser un secteur en particulier, celui de l'éducation. On en parle avec l'une des bailleuses de fonds du secteur français de l'EdTech, comme on l'appelle. Bonjour Marie-Christine Levet. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la cofondatrice et dirigeante du fonds EduCapital. Alors j'ai envie de dire, tout est dans le nom. C'est le plus gros fonds d'investissement dédié à l'éducation en Europe. Vous annoncez ces jours-ci le closing de votre second fonds, EduCapital 2, doté de 100 millions d'euros, qui est tout entier tourné vers l'EdTech. J'ai cité ce nom. Qu'est-ce que c'est l'EdTech exactement, Marie-Christine Levet ? Alors vous l'avez dit, il y a 20 ans, l'Internet est né. L'Internet a totalement transformé des pans entiers de l'économie. On consomme différemment, on communique différemment. Il y a un secteur qui n'a pas encore vécu sa révolution digitale, c'est le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc l'EdTech, c'est l'innovation, le numérique au service de l'éducation et de la formation. Énorme marché, l'éducation, c'est 6 000 milliards de dollars à l'échelle de la planète. Sous-digitalisé, disiez-vous, je crois que c'est à peine 3% de ces 6 000 milliards. Mais alors, l'éducation, quand même, c'est très large. Parce que c'est l'enfance, c'est l'école, c'est aussi l'enseignement supérieur, la formation continue. Tout ça regroupé dans cette même bannière est uniformément sous-digitalisé aujourd'hui. Alors effectivement, l'EdTech, ça va de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle et la formation continue, puisque finalement on apprend tout au long de sa vie. Aujourd'hui, alors par exemple en France, on a des secteurs plus représentés. Par exemple, la formation professionnelle et la formation continue ont vécu leur évolution digitale grâce notamment au compte personnel de formation, qui permet à chacun aujourd'hui de choisir la formation de son choix. Par contre, d'autres secteurs ont et il y a beaucoup de formations qui se font en ligne, 100% en ligne aujourd'hui. Oui, à l'âge adulte, beaucoup de formations peuvent se faire totalement en ligne. C'est beaucoup plus flexible. Ça permet de se former quand on veut. Ça permet de se former quand on est en emploi. Ça permet d'améliorer sa reconversion, d'améliorer son employabilité. Par contre, pour le secteur de l'éducation, de l'école, là, ça passe par le professeur. Mais alors, est-ce que c'est souhaitable de numériser l'éducation, de faire entrer les écrans ? Il y a ce débat incessant depuis des années, Marie-Christine Levet. Alors, il faut dépasser le cliché des écrans sont mauvais pour les enfants. Il faut rendre ce temps d'écran utile, et surtout à l'âge enfant, ça passe par le professeur. Le professeur est clé, c'est la clé de voûte de notre secteur éducatif, et c'est des outils pour aider le professeur, l'aider à corriger des copies, l'aider à simplifier des tâches administratives, et surtout l'aider à animer sa classe. Et ça peut être surtout des outils pour aider à effectuer des parcours personnalisés pour les enfants. Donc un outil au service de l'enseignant, voilà, principalement. Un outil au service de l'enseignant. Ça permet par exemple de donner à chaque élève un parcours d'exercice différent de son voisin, puisque chaque élève apprend et retient de manière différente. C'est comme si finalement on avait 30 maîtresses dans une classe au lieu d'en avoir une seule. Alors je vais citer quelques-uns des investisseurs qui sont entrés au fonds EduCapital. On va trouver donc BPI France, qui est un grand investisseur public dans toute l'économie, BNP Paribas, pardonnez-moi ceux que je ne citerai pas, mais d'autres acteurs bancaires, et aussi on va trouver deux éditeurs, Bayard, Hachette Livre. Est-ce que c'est un signe d'inquiétude, c'est révélateur d'une inquiétude de la part de ces éditeurs du livre qui se disent que peut-être demain, l'éducation, ça se fera plus sur le papier, mais sur les écrans pour y revenir? C'est plutôt l'envie de préparer le futur. Oui. C'est clair que le secteur de l'éducation va vivre la même transformation digitale que tous les autres secteurs, et les éditeurs Hachette, Bayard et aussi l'éditeur Francis Lefebvre sont rentrés à notre capital pour justement aider à appréhender tous ces changements du monde de demain. Mais ils voient ça comme une diversification, parce que malgré tout, on voit une belle résistance du livre papier, notamment en France, par rapport au livre numérique. Aujourd'hui, il y a des régions qui ont déjà fait le pas de la digitalisation. Il y a des régions qui n'utilisent plus de livres papier. C'est un peu le sens de l'histoire. Ces livres papier sont malheureusement souvent peu ouverts et restent dans le cartable. L'idée, c'est d'avoir demain, de passer au numérique. Alors, je vais citer quelques-unes des sociétés dans lesquelles vous avez investi. Il y en a 22 à ce stade, dont... Alors ça, c'est une société qui commence à être connue des parents. Looney, avec 2 i, c'est la petite boîte à histoire. C'est un vrai carton commercial, ça. Et donc, ça développe la créativité des enfants sans écran. Puisque justement pour les tout petits, ça ressemble à un petit poste de radio. Il faut faire très attention aux écrans, et l'Uni leur permet d'avoir un choix d'histoire, de choisir leur personnage, leur histoire, mais sans écran et sans Wi-Fi ni Bluetooth. Alors j'en cite quelques-unes d'autres, 360 Learning, DigiSchool, WeCanDo. Que font ces sociétés très concrètement? Elles sont dans des univers assez distincts les unes des autres. Alors dans des univers très différents. DigiSchool, ça vous permet de réviser vos examens, votre permis de conduire, votre baccalauréat, votre brevet, en s'entraînant avec des exercices sur son application mobile. 360 Learning, c'est pour le monde des entreprises. Ça permet de partager
la formation dans l'entreprise, puisque chaque collaborateur peut finalement former son voisin. On investit également dans PowerZ, qui est une société qui est un jeu éducatif grandeur nature, puisque... On avait reçu le concepteur de PowerZ à votre place il y a quelques semaines de ça. C'est de rendre le temps d'écran utile, de faire en sorte que ce temps d'écran passé par les enfants... Je rappelle, c'est un jeu vidéo, en fait, mais qui se sert du jeu comme d'un prétexte pour apprendre. Voilà, pour apprendre. Chaque fois qu'on doit passer une étape, on doit résoudre un problème de maths, regarder une question d'histoire. Voilà, on a investi également en Weekendoo. Weekendoo, ce sont des ateliers d'artisanat, donc c'est pour apprendre les métiers de l'artisanat. Donc vous voyez, c'est très varié, ça couvre vraiment tous les secteurs et beaucoup de choses aussi dans la formation continue. Des écoles de code en ligne comme Outlook, Live Mentor, qui est une école de formation à l'entrepreneuriat pour permettre à tout un chacun de créer son entreprise. Voilà, une palette de formations très variée de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors la scène EdTech, donc cette technologie, la tech au service de l'éducation française, est assez florissante. Il y a près de 300 sociétés aujourd'hui qui tentent de croître avec 100 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on va faire très concrètement? Vous allez en sauver combien là-dedans? Alors aujourd'hui, on a lancé le premier closing du fonds 2 à 100 millions d'euros. On vise même d'atteindre 150 millions d'euros et on veut soutenir une vingtaine de sociétés qui innovent et qui transforment ces secteurs de l'éducation et de la formation. Avec un objectif, j'imagine, de développement à l'international, parce que c'est la grande force de la tech. Ce que l'on fait dans son pays, on peut vite le faire dans le monde entier. C'est la grande force de la tech, la grande force aussi du numérique éducatif, c'est de pouvoir dépasser les frontières, de pouvoir donner accès à des gens qui n'ont pas accès, par exemple, à une éducation de qualité grâce à une formation digitale. Et donc, effectivement, notre but, c'est de créer des champions européens qui peuvent ensuite aller même plus loin que l'Europe. Alors d'ailleurs, c'est devenu un peu une sorte de tarte à la crème, mais malgré tout, je voudrais vous poser cette question-là. Vous soulignez l'enjeu de souveraineté numérique qu'il y a à avoir des bailleurs de fonds comme vous et qui investissent dans des sociétés française. Pourquoi c'est important? Alors on l'a vu pendant le confinement, on n'était pas prêts. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les GAFAM se sont engouffrés dans les salles de classe. Les professeurs ont créé des classes sur YouTube, ont utilisé des boucles WhatsApp. Il y a un enjeu fort de créer une filière EdTech française et de soutenir des champions français, justement pour éviter que toutes les données de nos enfants soient prises et que toutes les habitudes de consommation soient prises par des sociétés puissantes, des GAFAM, dont le premier objectif n'est pas d'éduquer, mais c'est plutôt des sociétés qui vivent sur un modèle économique publicitaire. Oui, mais avec aussi la force d'être une plateforme généraliste offrant une multitude de services concentrés autour d'une seule et même adresse mail, alors que là, on a une juxtaposition de petites sociétés les unes à côté des autres. Oui, mais la plupart de ces outils ne sont pas faits pour l'éducation. On l'a bien vu, Zoom n'est pas un outil fait pour l'éducation. Une classe virtuelle avec des élèves tous en caméra off et un prof qui parle devant un écran noir, c'est pas un système éducatif. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui proposent des vraies classes virtuelles, qui donnent l'impression d'être dans une école. Donc c'est des sociétés qui sont vraiment faites pour le numérique éducatif et qui ont des solutions adaptées à ce numérique éducatif et adaptées aussi à l'usage que les professeurs peuvent en faire. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur Europe 1 ce matin. Marie-Christine Levet, je rappelle, vous êtes la cofondatrice et dirigeante du fonds EduCapital. Merci à vous, bonne journée. 6h50.